Bonjour à tous. Bonjour. Alors attention, quand vous vous connectez, votre micro est allumé. Ça, c'est pour vous laisser l'opportunité d'intervenir si vous le souhaitez, poser des questions. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre caméra allumée. C'est sympa pour nous aussi de voir des têtes plutôt que des écrans noirs. Et là, on pense à tous les profs qui ont fait cours pendant le Covid face à une mosaïque d'écrans noirs. Et on va attendre un petit peu. Par rapport au nombre d'inscrits, il n'y a pas beaucoup de monde qui est arrivé pour l'instant. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser aussi la conversation. Il n'y a pas de, oui, non, il n'y a pas de salle questions-réponses. Tout se passe ici. Et alors attendez, parce que j'ai un nouvel outil Microsoft qui s'est mis dans la conversation. J'espère qu'il ne va pas raconter de bêtises. Hop. Bon, je propose qu'on démarre gentiment en attendant que les gens arrivent, parce que je pense qu'on peut en attendre une vingtaine de plus facilement par rapport aux inscrits. Alors, ben c'est parti, bienvenue. Bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo de ProSoon qui va nous parler du sujet d'identité numérique, attestation vérifiable. Voilà, comment vont évoluer les choses, pardon, quelle est la réglementation à venir. Je vais faire comme à l'accoutumée une petite présentation du cabinet. Donc, moi, je suis Mélanie Cadar, je suis la directrice du pôle qualité accréditation du cabinet Headway Advisory spécialisé dans l'enseignement supérieur. Hugo, je vais te laisser te présenter et puis après, on pourra attaquer le fond du sujet. Merci Mélanie. Bonjour à toutes et tous. Donc Hugo, moi j'ai créé, on a cofondé avec mon associé Paul, qui est le responsable génie informatique derrière la plateforme ProSoon en 2020. Et on a rejoint un programme de la Commission européenne en 2023 pour travailler sur les futurs standards des jumeaux numériques, des diplômes, des micro-certifications, des titres. Et voilà, c'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que je suis face à vous pour vous partager un petit peu nos recherches dans les coulisses de ce qui se passe au niveau de la Commission européenne sur les sujets d'identité numérique et d'attestation vérifiable. Super. Un sujet, je pense, qui va être intéressant parce qu'au final, assez peu de monde est au courant de ce qui se passe. Donc, je pense que ça va apporter pas mal d'éclairage à tout le monde. On laisse encore rentrer les deux, trois personnes avant d'attaquer. Alors, justement, c'est quoi le contexte européen et quel est l'enjeu européen autour de ce sujet d'identité numérique et de sécurisation en fait des diplômes, titres et autres certifications? Alors avant de dérouler la présentation, ouais, pour donner des éléments de contexte, donc nous on a découvert ce projet européen en 2020 alors que rien n'était standardisé. Donc on était vraiment à la genèse d'un projet lié à l'identité numérique pour que chacun puisse avoir des preuves numériques de ses attributs en tant que personne physique. Donc, il y a forcément le sujet du passeport, du permis de conduire, justificatif de domicile, moyen de paiement, etc. Et il y a le volet diplôme qui est apparu très rapidement. Et en 2022, en fait, tout a commencé à être standardisé. Donc, d'abord au niveau international, puis au niveau européen. Et donc, nous, on a suivi là tous ces enjeux. Et alors, principalement dans le monde de l'éducation, de la formation, c'est des méthodes et des standards informatiques pour simplifier les processus de mobilité, notamment mobilité étudiante, donc avec Erasmus, pour pouvoir présenter ses niveaux d'études, ses qualifications d'un pays européen à un autre, et faciliter le travail des services d'admission, lutter contre la falsification des diplômes. Voilà, c'était vraiment ces enjeux-là qui étaient portés au niveau européen.
Et l'intérêt, alors je fais toujours cette analogie, il y avait eu le même besoin avec les mails, c'est-à-dire qu'avant, quand vous envoyez un mail à partir d'une adresse mail vers une autre adresse mail, par exemple de Gmail à Yahoo, il y avait ce qu'on appelait des codeurs de mail. Des structures qui faisaient en sorte que votre mail il puisse être lu et accessible d'une plateforme à une autre. Et très vite, ils ont mis en place des standards pour qu'en fait, ils aient tous le même langage informatique et qu'il n'y ait plus besoin de ces tiers qui viennent traduire un mail d'une infrastructure à une autre. C'est C'est même fou exactement la parce même qu'on n'a chose. même pas la conscience que ça pouvait exister, quoi. Exactement. Et en fait, c'est exactement la même chose pour les certificats numériques. C'est qu'il faut parler le même langage. Comme ça, quel que soit l'IT provider, donc le système informatique ou le logiciel, ben, qu'il y ait une vérifiabilité transfrontalière, interopérable, automatisée, simple et fluide. Et donc, c'est pour ça qu'on définit des standards informatiques. Ok, super. Alors maintenant, dans ces travaux-là auxquels tu as pu participer, voilà, effectivement, quel a été le constat et quels sont les sujets principaux en fait? Pourquoi on en arrive là? Donc, le constat, c'est les limites du format parchemin, du format papier. Donc, on pouvait commander un faux diplôme sur Internet, puis on pouvait ensuite soi-même modifier un PDF avec des logiciels comme I Love PDF ou Photoshop. Et là, avec l'IA, ça devient encore plus compliqué de déceler le vrai du faux sur Internet. Au-delà de ça, il y avait aussi les problèmes de multilinguisme, de traduction des diplômes, où il fallait toujours passer par des organismes certifiés pour pouvoir traduire son diplôme et le faire valoir dans un autre pays. Il y a aussi un enjeu de valorisation de l'offre de formation et des blocs de compétences, parce qu'en réalité, ben, un parchemin n'a pas la capacité d'accueillir tout un référentiel de compétences. Donc, il y avait aussi ce besoin un peu de visibilité du programme de formation et des compétences acquises par l'apprenant. Et enfin, bah, forcément, côté recruteur, tous les process de vérification, contrôle de référence, background checking, et je sais que ça peut prendre du temps à des services de scolarité de répondre à des sollicitations, que ce soit l'étudiant qui a perdu son parchemin ou le recruteur qui veut s'assurer qu'un étudiant a bien son diplôme. Et en fait, ce type de limite, on le retrouve pas que dans le monde de l'éducation, mais on va le retrouver sur un peu tous les sujets qui sont liés à nos identités et à nos attributs en tant que personne physique. Je vais faire j'ai quelques mots en anglais parce que forcément on est à la genèse de quelque chose et tout n'est pas complètement traduit en français. Mais pour que vous ayez, comme je vais souvent utiliser des anglicismes, que vous ayez une idée un peu du sujet. Donc le concept SSI, Self-Sovereign Identity, c'est l'identité numérique autosouveraine. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi de preuves numériques, forcément, donc de données infalsifiables, de données vérifiables, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté numérique et de propriété de la donnée. On le sait, aujourd'hui, on interagit avec des applications du web où on n'est pas du tout propriétaire de nos données. On donne cette propriété-là, on délègue cette propriété-là à Facebook, aux GAFAM, voilà, à ces opérateurs et ces géants du web. Et donc, il y a une vraie volonté de retrouver un web souverain où l'utilisateur a le pouvoir et le contrôle sur ses données, comment il les partage, comment il les révoque, avec qui il les partage. Donc, ça, c'est un concept qui est né il y a quelques années au World Wide Web Consortium. Donc, j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment l'institution, l'organisation qui définit les standards informatiques. Donc ce concept, il comporte deux éléments, les identifiants décentralisés, DID, et les Verifiable Credentials, donc des attestations numériques vérifiables. Et il y a des protocoles, des modèles de données qui sont standardisés aujourd'hui justement pour permettre une lecture et une appréhension de ces documents informatiques, ces documents numériques de manière interopérable. Il y a un concept alors j'adore en parler, c'est le Zero Knowledge Proof. Ça, pour vous résumer très grossièrement à quoi ça peut correspondre, si demain, dans un wallet d'identité numérique, vous avez un passeport, en fait, l'information que vous êtes majeur, par exemple, vous pouvez extraire uniquement cette information pour la partager à un opérateur numérique. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, avec la SNCF, avoir adhéré à une offre 16-25 ans sans avoir à communiquer l'intégralité de votre carte d'identité ou de votre passeport à la SNCF. Et ça, c'est magique parce que du coup, la SNCF n'aura plus à stocker vos données personnelles et elle sera beaucoup moins vulnérable à des cyberattaques parce qu'on ne cambriole pas un appartement vide et le zéro knowledge peut être aussi appliqué au monde du recrutement. Je peux, en tant qu'avocat, présenter le fait que je suis titulaire du CAPA sans révéler mon identité. Et du coup, le recruteur peut avoir accès à cette partie d'information
et ça permet notamment de lutter contre les discriminations à l'embauche. Donc, je trouve qu'il y a un champ d'application de ce protocole, de cette innovation qui est assez intéressant. Et EBSI, European Blockchain Service Infrastructure, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, la Commission européenne a déployé sa propre infrastructure blockchain. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir des émetteurs de confiance qui sont identifiés dans ce registre blockchain européen pour permettre de garantir l'authentification la signature électronique d'un diplôme. Donc voilà, c'est un peu tous les sujets que je vais aborder aujourd'hui. Et là, je vous fais un petit Ah, schéma on a une récapitulatif. petite main levée de Mathilde. Oui, je Oui, suis vraiment désolée. Bonjour, Mathilde de bonjour. BSB. Je vous demande juste, quand vous parlez de blockchain, Oui, ça fait référence à quoi exactement? alors c'est une base de données qui est décentralisée. Une blockchain, c'est aujourd'hui quand on interagit avec le web, on communique, on partage sa donnée et elle est centralisée. C'est-à-dire qu'il y a un administrateur qui peut avoir accès à vos données, qui peut les modifier, les effacer, les corrompre, etc. La blockchain, elle est arrivée notamment avec Bitcoin pour décentraliser la donnée. Et si vous voulez modifier, effacer ou corrompre la donnée, en fait, vous êtes obligé d'hacker ou d'attaquer tous les serveurs qui sont en interaction dans cette infrastructure distribuée. Et donc, ça rend la donnée beaucoup plus robuste et quasiment voilà, invincible à la cyberattaque. Donc, c'était vraiment l'enjeu de décentraliser la donnée, c'est de la rendre beaucoup plus robuste et de lutter contre tous les problèmes de fraude, de falsification de la donnée et d'exploitation aussi des données de manière abusive, quoi. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Donc, on a différentes blockchains, hein, il y en a des centaines, voire des milliers, et la Commission européenne a développé sa propre infrastructure qui s'appelle donc EBSI. Et donc, pour vous faire un schéma de ce qui est fait, donc les W3C, c'est eux qui ont voilà, standardisé le concept de Self-Sovereign Identity. Avant, c'est-à-dire avant ce standard, quand on voulait certifier un diplôme dans la blockchain, c'était pas du tout le même protocole. Donc avant, on faisait ce qu'on appelle une fonction de hashing, c'est-à-dire que le diplôme, on en faisait un hash, une série de chiffres et de lettres, et on horodatait ce hash dans la blockchain directement. C'était pas la meilleure solution, en fait, c'était même écologiquement parlant, c'était pas la meilleure, le moyen le plus flexible pour proposer un outil de preuve numérique rattaché à des personnes physiques. Et du coup, cette innovation-là, c'est finalement, on va utiliser la blockchain avec beaucoup plus de parcimonie et on va inscrire dans le registre décentralisé une relation entre deux identifiants, celui d'un émetteur d'une certification et celui du titulaire de la certification. Donc, c'est une relation qu'on va inscrire dans ce registre et c'est sur la base de cette relation qu'on va pouvoir signer cryptographiquement des attestations numériques qui, elles, ne seront pas dans la blockchain. Et donc, voilà, c'est super intéressant, c'est beaucoup plus souple et ça permet à un étudiant gratuitement d'avoir accès à une preuve numérique qu'il peut mettre sur son CV, sur son LinkedIn, qu'il peut envoyer à un employeur et l'employeur peut aller vérifier que l'établissement de formation est bien, par exemple, l'école des avocats du Grand Est, qu'elle a bien signé le credential et donc ça garantit l'authenticité d'un document. Donc, voilà un petit peu le schéma. Et tout ça est fait au niveau européen et donc nous, on l'a découvert en 2023 par rapport à un projet sur lequel je trouve qu'il y a un vrai manque de communication, surtout en France. C'est que ça fait depuis, alors là, les dates clés sont là. Vous voyez, depuis 2021, il y a eu la proposition d'un cadre européen d'identité numérique. En 2023, il y a eu un accord politique entre le Parlement et le Conseil de l'Europe sur ce projet-là. Et en 2024, c'est un système qui a été adopté par la réglementation eIDAS de signature électronique dans sa révision. Donc, c'est la version 2 d'eIDAS. Tout ça pour arriver à un enjeu et un délai, un timing qui est en fait demain, c'est que fin 2026, tous les États membres de l'Union européenne vont devoir mettre à disposition des wallets d'identité numérique européens. Donc c'est un portefeuille numérique que vous aurez sur votre smartphone et dans lequel vous allez pouvoir retrouver votre passeport, enfin une version numérique de votre passeport, des moyens de paiement. Il y a énormément de cas d'usage et le volet formation-emploi fait partie des éléments qu'on devra pouvoir retrouver dans ce wallet d'identité numérique européen. Alors, par rapport Euh, à ça, oui, j'ai une question. Donc, ce sera mis à disposition. Quelle sera l'obligation? Je ne sais pas si je me souviens plus si tu arrives plus tard ou pas. Quelle sera l'obligation des établissements par rapport à ça? Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une très forte recommandation stratégique de alors, passer à très ce bonne format? question.
Très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment toutes les informations parce que ça se négocie en coulisses. Mm. En tout cas, j'ai compris que les administrations publiques et les États vont devoir mettre à disposition ces wallets. Donc, il n'y en aura pas un, il y en aura plusieurs. En France, on a d'ailleurs un consortium avec l'ANTS et DocaPost autour de ce wallet. Euh, il faudra, dans un premier temps, et ça va être une obligation, que tous les services d'admission des universités reconnaissent le format numérique du diplôme, donc ce fameux crédential, le reconnaissent comme une valeur preuve équivalente à celle du diplôme parchemin. Mm. Donc la première obligation, elle va pas être dans l'émission du Oui, format la numérique, réception. mais dans son acceptation. C'est ça, dans D'accord. sa réception, dans sa vérification. Et ensuite, il va y avoir une contrainte, et alors là, on parle de 2027, bah, d'émettre en fait des attestations numériques à ce format interopérable. Et à ce moment-là, il y aura déjà l'action des ministères, alors j'y viendrai après, et je crois que c'est la slide suivante. Voilà, je saute une slide. Mais en gros, vous allez avoir un process, désolé pour le schéma un peu technique, où vous avez ce qu'on appelle un TAO, une Trust Accredited Organization. Donc, c'est un ministère qui va accréditer une école ou une université et lui donner la capacité de signer cryptographiquement les diplômes. Et donc, en fait, il y a un registre des trust issuers, des émetteurs de confiance, qui sera dans la blockchain européenne. Et pour que votre établissement soit dans ce registre-là, il faut qu'elle ait l'accréditation ministérielle. Et là, bah, ça va dépendre en fait de l'école. Je sais qu'avec l'école des avocats, c'est particulier puisque ça dépend du ministère de la Justice. Oui. Donc, dans ce cadre-là, c'est le TAO, c'est le ministère de la Mais pour Justice. les écoles là, qui sont là aujourd'hui, on a surtout de l'enseignement supérieur, donc qui dépend du MESRE. Oui, tout à fait. Et on a aussi des personnes qui sont plus sur du RNCP. Là, on est ministère du Travail. Exactement. Et Voilà. en gros, il y aura une première action de la part des ministères pour pouvoir en fait ouvrir des clés privées, des clés publiques, donc les fameux identifiants décentralisés. Donc il y aura une demande qui sera faite à la Commission européenne côté EBSI. Et à ce moment-là, ça délivrera à tous les établissements qui sont considérés comme des émetteurs de confiance des clés qui leur permettront de signer cryptographiquement leur diplôme numérique. Et c'est vrai que le délai est très court. Donc, à partir de quand il y aura une contrainte réglementaire pour aller sur l'émission de ces certificats numériques? Est-ce que tout sera centralisé, entre guillemets, au niveau ministériel ou est-ce qu'il y aura une délégation de cette signature électronique aux établissements de formation? Ça, c'est des éléments, je n'ai pas toutes les réponses Mm. là-dessus. Ok, on va voir. On va En voir tout cas, comment ça s'organise. Oui. voilà, il faut être en veille. Alors, tout est open source, il y a beaucoup de transparence, mais il faut être au courant. Si on n'est pas au courant, donc si on n'est pas en veille sur ces sujets-là, l'information, elle ne nous arrive pas forcément automatiquement. Heureusement, il y a des établissements de formation qui ont anticipé et qui sont allés sur des expérimentations, des projets pilotes au niveau européen avant la réglementation. Et c'est un peu aussi le message que j'ai envie de passer, c'est qu'en fait, il y a une vraie valeur ajoutée pour les étudiants, pour les alumni, les apprenants à adopter ce nouveau format de reconnaissance des parcours et des compétences. Et donc, on a différents projets pilotes qui ont vu le jour et il y a un programme qui s'appelle Early Adopter Programme au sein de la Commission européenne qui nous a justement permis de travailler en consortium avec des ministères quand ils jouaient le jeu. Donc, malheureusement, en France, on n'a pas réussi à inclure nos représentants institutionnels. Par contre, en Grèce, Dommage. Estonie, Espagne, etc. Il y avait voilà, une dynamique un peu plus institutionnelle et un peu plus active. Mais du coup, différents groupes de travail. Ça va de formal accreditation, donc là, on va avoir tous les diplômes d'État, master, bachelor, doctorat, qui sont standardisés avec des modèles de données. La formation continue, les certificats numériques liés à l'emploi, donc les certificats de travail, contrats de travail, conventions de stage, etc. Et les micro-certifications, micro-crédentials. Et nous, on a eu la chance ou même la responsabilité de coordonner le consortium autour des micro-certifications. Et on avait choisi les programmes à l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose d'assez, en fait, ça se développe partout dans l'Europe, dans toutes les universités européennes. Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat étudiant. C'est des programmes qui sont quand même des programmes intensifs en général sur plusieurs mois. Et donc, on avait utilisé ces programmes-là pour faire notre démonstration. Et l'objectif, c'était de présenter à un étudiant qui reçoit une micro-certification à l'Université de Strasbourg, qui va pouvoir la présenter à l'Université de Deusto en Espagne,
avec justement deux opérateurs informatiques différents, donc Prosun côté France et Telefónica Tech côté Espagne, avec cette vérifiabilité transfrontalière et automatique des compétences acquises et des niveaux d'études. Et ça permettait à l'étudiant entrepreneur d'accéder à un master en gestion d'entreprise et innovation, auquel il n'aurait pas forcément eu accès s'il n'avait pas suivi le programme d'étudiant entrepreneur. Donc c'est une D'accord. approche un peu modulaire qui était super intéressante parce qu'un étudiant en biologie pouvait prétendre à s'inscrire dans un master en business school espagnol, alors qu'il n'aurait peut-être pas eu les prédispositions pour être admis s'il n'avait pas passé cette micro-certification. Et tout l'enjeu du groupe de travail sur les micro-credentials, c'était de dire, OK, ben, si j'obtiens différents micro-credentials, il y a un système d'équivalence qui peut se mettre en place pour me permettre d'accéder à des formal accreditation dans d'autres domaines de formation que ceux dans lesquels j'ai été auparavant. Et est-ce Donc que voilà. ça passe Oui, aussi par les ministères du coup? Parce que les micro-credentials, c'est pas toujours, ou même parfois rarement, validé. Alors en France, ce sera par le RS par exemple. On peut faire ça, une validation d'un bloc ou voilà, des petits formats. Mais il y a plein d'écoles qui proposent des formations très courtes et micro-credentials sans que ce soit lié à une reconnaissance officielle d'un ministère français, quoi. c'est ça. Et donc là, il y avait un peu un débat et une dualité entre le format Open Badge et le format Micro-Credential. D'accord. Tout dépend un peu de la rigidité qu'on veut apporter à l'attestation et surtout, ce qu'on a défini nous, mais c'était pour simplifier pour cette démonstration, c'est que pour nous, l'Open Badge, c'est un format de reconnaissance hyper souple où il n'y a pas forcément une notion d'évaluation au bout de la formation. Quand D'accord. on est sur de la micro-certification, il y a cette notion Oui. d'évaluation des compétences. Et ça peut être d'ailleurs une auto-évaluation ou une évaluation à 360 avec un responsable de programme et l'étudiant qui s'évalue. Et donc pour nous, c'est ce qui distinguait les deux formats d'attestation. Et le micro-credential peut être plus ou moins rigide, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, les programmes PEPIT, donc le dispositif PEPIT France, l'entrepreneuriat étudiant au sein des universités, c'était une certification qui était inscrite au répertoire spécifique, France Compétences, Mhm. qui ne l'est plus aujourd'hui. Et Ah, donc, il faut garder aussi cette souplesse-là en disant, ben, en 2023, oui, c'était reconnu et certifiant au sens France Compétences du terme. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, donc on va switcher et ce sera plus de la micro-certification, mais de l'open badge. Et voilà, en gros, d'accord. on Ok. va quand même Donc être pour ça, il faut quand même une évaluation qui soit liée à un référentiel national et reconnu, quoi. exactement. Ok. Et c'est pour ça qu'ils distinguent aussi la formation continue et tout ce qui est habilitation d'électricien, par exemple. Donc là, on va être sur un format plutôt vocational training Oui. au niveau européen, qui diffère un petit peu de la micro-certification en formation initiale Ok. ou de la formation en ligne, du MOOC, etc. Bon, ça fait Donc plein de choses à différents. reconnaître. Tout à fait, en plus des expériences professionnelles. Mais ce qui est intéressant, Oui. c'est que du coup, on peut aller couvrir, et c'est un peu l'exemple que je voulais vous présenter ici, l'intégralité du parcours apprenant, de la formation initiale à la formation continue, en passant par les expériences professionnelles. Donc là, c'est quelque chose qu'on présente au Conseil national des barreaux, avec nos partenaires dans le domaine des professions juridiques et du métier d'avocat. C'est une profession réglementée. Donc forcément, la fraude, elle est dangereuse hein, Mm. dans ce type de profession. Là, l'enjeu, c'est vraiment de dire, ben, de mon Master 2 à mon CAPA, en passant par mes spécialisations, mes formations continues, en fait, j'ai des émetteurs qui sont différents, mais qui vont retracer tout mon parcours apprenant et qui vont me permettre derrière de passer du déclaratif au vérifiable quand je Mm. présente mes qualifications. Parce qu'aujourd'hui, sur LinkedIn ou sur un CV, tout est déclaratif. Avec ce système-là, vous intégrez un lien sous chaque ligne de votre profil ou de votre CV. Et le recruteur, en un clic, ben, il a accès à comme un DocuSign, hein, il a accès à une attestation signée cryptographiquement. Et donc, on fait gagner du temps à tout le monde et ça offre vraiment beaucoup plus d'agilité aux candidats comme aux recruteurs, quoi. Et voilà, tout l'enjeu, il est de pouvoir, avec ces formats d'attestation, couvrir l'intégralité d'un parcours apprenant. Et donc, ProSoon, nous, on va se spécialiser là-dedans et c'est pour ça qu'on est rentré qu'on a été impliqué sur ces clusters et ces groupes de travail au niveau européen. C'est qu'on voulait comprendre vraiment les enjeux et les standards qu'il y avait derrière, tout ce qui pouvait révéler la compétence. Voilà, ça c'est vraiment notre cœur de métier, c'est ce qui nous passionne et notre objectif, il est de permettre à chacun d'avoir des preuves numériques liées à ses parcours académiques, professionnels, même associatifs. L'Open Badge, il permet de valoriser l'engagement bénévole, l'engagement associatif, des étudiants qui vont sur des hackathons, etc. Et donc Ok. en réalité, avec ces formats,
même sur le Master 2 à la faculté de droit, on peut aller couvrir euh, plusieurs éléments. Il n'y a pas que le master qui va être digitalisé, il y a le fait qu'un étudiant a tenu le bloc de l'économie numérique et donc a développé des compétences en WordPress, etc. Ça, c'est des éléments qui vont pouvoir être valorisés. Donc, au sein même d'un parcours, d'un programme, pardon, on peut valoriser l'intégralité d'un parcours, donner de la granularité à la reconnaissance et Oui. du coup avoir aussi pour le recruteur une idée beaucoup plus fine et plus fiable des compétences qui ont été acquises par l'étudiant. Et du coup, ce qui est fait aussi dans le cadre d'un stage ou d'un apprentissage peut être valorisé. Exactement, c'est ça. Et là, pour le coup, on peut avoir deux émetteurs différents dans le cadre d'un stage, puisque ben, l'école peut garantir que l'étudiant a bien été en stage, et l'employeur peut lui aussi endosser la certification et ben, certifier que la personne, c'est ce qu'on fait chez ProSoon, quand quelqu'un passe un stage de 6 mois chez nous, ben, il obtient une attestation de stage numérique qui Mm. va valoriser tout ce qu'il aura accompli et développé comme compétences. Alors, attends, on a deux questions en même temps. Anne qui demande, est-ce que c'est la même chose que le supplément au diplôme? C'est une très bonne question. Oui, on est sur la même chose que le supplément au diplôme. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Europass et Erasmus doivent aller sur le format Verifiable Credential pour les suppléments au diplôme. Et Donc donc, ça, ça c'est répond aussi à la question de Florence qui disait, que deviendrait le supplément au diplôme dans ce dispositif? Voilà, même idée au même moment. en fait, il va rester en termes d'utilisation, ça ne changera pas. C'est vraiment au niveau back-end, au niveau informatique, le modèle de données qu'il y a derrière cet élément de parcours devra, bah, ce sera fortement recommandé qu'il soit au format des Verifiable Credentials pour qu'il puisse être exporté, importé vers le wallet d'identité numérique européen et vérifié voilà, de manière interopérable. Est-ce que ça répond bien à votre question? Je Je vais vais continuer. finir avec deux slides Merci. et c'est un peu le message aussi que j'envoie pour bah, remercier tous les précurseurs, que ce soit avec nous ou avec d'autres plateformes, d'autres IT providers. Euh, on considère effectivement que la compétence, c'est une donnée texte, c'est une toute petite donnée, mais de grande valeur. Et aujourd'hui, elle est déclarative, elle n'est pas fiable, elle n'est pas structurée. Tout l'enjeu de ce qu'on fait, et c'est pour ça que c'est aussi un travail très complexe de sémantique, de multilinguisme, avec tous les frameworks européens, les EQF, ESCO, etc., qui définissent des référentiels de compétences. Le but, c'est de permettre voilà, d'avoir une donnée structurée, une donnée fiable, puisque le monde du travail va complètement changer et il va y avoir forcément des besoins de transférabilité de compétences. Il y aura beaucoup de reconversion. Et cette donnée-là, voilà, si on en prend soin, je pense qu'on pourra avoir des analyses gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, hein, beaucoup plus Plus pertinentes fine, oui. et plus fines et plus performantes. Donc voilà, super intéressant d'aller tout de suite sur des blocs de compétences rattachés à des credentials voilà, pour anticiper un peu sur toutes ces évolutions qui vont être rapides et Est-ce, brutales, est-ce que la Caisse des dépôts est aussi intégrée dans ces discussions? Parce Oui, que il y avait ce projet, hein, depuis qu'il y a l'accrochage des certifiés par la Caisse des dépôts, l'idée c'était quand même d'avoir un portefeuille de compétences. Donc est-ce que complètement. ça va être Je, intégré? je rejoins un peu cette slide. Il y a un projet, donc un consortium qui s'appelle Potential, où il y avait voilà, différents acteurs français, dont la Caisse des dépôts. Je crois que maintenant, il s'appelle Aptitude. Donc, justement, je me suis mis en veille parce que c'est tout récent. Mais du coup, il y a 19 pays impliqués. Et en France, on a DocaPost, la Caisse des dépôts, France Identité, la NTS qui sont dans ce consortium ici. Donc, oui, la Caisse des dépôts est impliquée dans ce projet européen, mais pas seulement sur le volet éducation. Oui, Ils sont vraiment impliqués de manière assez générique sur l'identité numérique, les signatures électroniques, les moyens de paiement, parce qu'en fait, ça va faciliter bien sûr. je pense notamment aux banques hein, qui doivent faire de la vérification de KYC, comme on dit. Bah là, ça C'est sera quoi simplifié. KYC? Know your customer. Donc, Know your customer, ok. ouais, voilà, vous avez l'habitude hein, d'envoyer des justificatifs, des bulletins de paye ou des choses comme ça, des scans de votre passeport pour Oui, vous inscrire dans des banques ou dans des services numériques comme ça. Là, le but, c'est vraiment de simplifier ces inscriptions et d'arrêter d'être sur ces process de justificatifs d'identité qui sont à la fois
vulnérables à la fraude, mais également vulnérables aux cyberattaques. Parce que Oui. malheureusement, c'est tous les jours qu'il y a même des services publics qui se font hacker avec des millions de données qui partent. L'avenir de la donnée, c'est pas de la sécuriser, c'est de ne plus avoir à la stocker. Ça, c'est vraiment le message clé du concept d'identité numérique autosouveraine. Mm. On essaye de porter, nous, en tant que militants du Web3 et du Oui, et puis Web. comme tu expliquais tout à l'heure, il y a aussi cette notion de pas besoin d'en dire trop ou de donner trop de justificatifs qui vont être stockés et oui, qui mettent en danger. Et moi, je trouve ça assez génial, en fait, de se dire que bah, si l'information, c'est d'avoir un tel diplôme ou voilà, telle information dans un passeport, par exemple, ben, on n'est pas obligé de donner toutes ces infos. Et donc, pareil pour les diplômes, je pense Je que prends ça peut l'exemple de simplifier France beaucoup de choses. Travail, Mm. sans tacler France Travail, mais je prends l'exemple de France Travail qui a déjà été victime de cyberattaques. Si demain, j'ai pas besoin de leur envoyer mes bulletins de paye, mais juste d'extraire l'information dont ils ont besoin pour savoir sur quel niveau de rémunération j'étais annuellement, ça va eux aussi simplifier leur gestion de données. Parce qu'en réalité, ne plus avoir à stocker ce type de données personnelles, c'est vider son appartement d'objets de valeur et du coup éviter les cambriolages, quoi. Oui. C'est la première fois que j'ai l'outil IA là, dans le webinaire. Je regarde un petit peu ce que ça raconte. Euh, et donc, Florence, si une réforme du supplément de diplôme était en projet dans mon établissement, et notamment en intégrant l'engagement étudiant, est-il prudent d'attendre avant de tout rénover si ce dispositif arrive à fin 2026? C'est une très bonne question. Alors, j'ai un conseil, mais il est très subjectif et c'est par rapport à ce que je vis avec certains partenaires qui sont justement sur l'engagement étudiant, très dynamique là-dessus. C'est le plus gros travail, il est d'identifier euh, ce que vous voulez valoriser. Donc, mettre des référentiels de compétences. Et pareil, je prends l'exemple des étudiants ambassadeurs qui vont sur les journées portes ouvertes de l'école, par exemple, quelles compétences ils développent. Toute la sémantique, tous ces référentiels, toute cette donnée-là, il faut la préparer, il faut la structurer. Quand vous allez la cristalliser à travers des attestations numériques, est-ce que vous allez être sur le format Verifiable Credential ou au supplément au diplôme? J'ai envie de dire ça, c'est une opération de cristallisation de données qui est pas compliquée en fait. Et il y aura des prestataires pour vous permettre de produire cette donnée-là et ces attestations-là. Mais le plus gros du travail, il est d'identifier la compétence, de la contextualiser, de savoir comment on l'évalue, dans quel contexte, etc. Mon conseil, il serait vraiment de travailler sur ces Oui, éléments-là. structurer l'avant, quoi. Et ça vous permet de jouer un peu les prolongations en attendant novembre 2026 et de voir à quelle sauce on est mangé en termes de numérisation des suppléments au diplôme. C'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais Non, mais je je sais pense que qu'il est pertinent, en fait, de se préparer comme ça, parce que comme tu dis, on ne sait pas encore exactement quelle va être la finalité de cette réglementation, quelle forme elle va prendre, l'implication pour les établissements. Donc il y a quand même une base assez saine qui est d'identifier la compétence, de la structurer, de savoir ce que l'on veut évaluer, comment c'est évalué et quelles preuves on en a obtenues jusqu'à présent, quoi. complètement. Et alors, pour donner aussi un élément de précision, beaucoup d'écoles et d'universités ont déjà utilisé les open badges. Et c'est assez génial, hein, c'est un format de reconnaissance qui permet de rendre visible l'invisible, notamment l'engagement étudiant et associatif. La bonne nouvelle, c'est que donc c'est aussi un standard informatique, l'Open Badge. Le Open Badge V3, c'est Open Badge as Verifiable Credential. Donc nous, on était très contents parce il y avait une forme de court-circuit entre les Open Badge et les micro-credentials et les credentials. Tout est uniformisé aujourd'hui. Un Open Badge respecte les standards et les modèles de données des Verifiable Credentials. Et donc, bah voilà, ils ont rejoint un peu la famille du Mm. credential avec tout l'aspect propriété de la donnée, preuve numérique que ça implique. Donc voilà, nous, on était très contents parce que c'est assez récent. C'est une évolution, je crois, qui a eu lieu en 2024. Le standard Open Badge a évolué vers le standard de Verifiable Credential. Donc ça peut être un premier élément de projet pilote ou d'expérimentation, c'est d'aller sur un format Open Badge V3 pour valoriser l'engagement étudiant. Convaincu que de toute façon, il va y avoir une harmonisation qui va être faite au niveau supplément au diplôme pour raccrocher les wagons et être sur du micro-credential ou de l'open badge. Ok. Voilà, et puis je rappelle aussi une valeur ajoutée. Donc nous, on n'avait pas anticipé ça, mais c'est vrai que
C'est aujourd'hui le format numérique, c'est un format comme on interagit beaucoup avec le numérique quand on est en recherche d'emploi ou quand on met en valeur ses montées en compétences. C'est en fait un format numérique qui permet de générer de la visibilité assez naturelle et vertueuse pour un établissement de formation. C'est-à-dire que chaque étudiant qui reçoit son attestation digitale, il va la partager et automatiquement, il va être ambassadeur de l'école, il va être ambassadeur de l'offre de formation, de l'innovation pédagogique. Et donc, on a beaucoup de partenaires qui utilisent nos solutions pour pouvoir raisonner et faire rayonner leur offre de formation à travers leurs alumni sur les réseaux, notamment LinkedIn. Donc, je dis que c'est vertueux parce qu'on valorise les compétences d'un côté, donc on renforce l'employabilité d'un apprenant, et par ricochet, on va gagner en visibilité. Donc, c'est bon pour le référencement naturel, c'est bon pour attirer de nouveaux apprenants parce qu'on sait que le réseau des alumni, bah, il y a peut-être potentiellement des personnes qui peuvent être intéressées pour suivre la formation. Donc voilà, je le répète, mais c'est des fois un peu dommage d'attendre les réglementations pour voilà, être dans l'innovation et dans ces formats de reconnaissance, parce qu'il y a des vraies valeurs ajoutées pour les écoles, pour les candidats, pour les recruteurs, sachant qu'il y a une obligation dans ce wallet d'identité numérique européen, c'est que ce soit complètement gratuit pour les citoyens. Donc les titulaires de passeport ou diplôme n'auront pas à payer pour accéder à ce service-là. C'était vraiment un engagement européen. Et l'autre engagement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de discrimination pour ceux qui n'utilisent pas le wallet. Donc D'accord. voilà. Ah Ils, oui, ils- ils estiment que 80% de la population européenne sera équipée et utilisera son wallet en 2030, mais on ne va pas laisser de côté les personnes qui veulent encore être sur du format papier à l'ancienne. Voilà. C'est vraiment voilà, une gestion hybride des preuves qu'il faudra mettre en place oui. au Alors, on niveau a une pays. question. Est-ce que l'Abélis d'IESF entre dans les catégories décrites? Je ne connais C'est pas une... l'Abélis. Alors, je connais, c'est le répertoire des ingénieurs et scientifiques de France. D'accord. Je sais qu'il y a un confrère à nous qui a travaillé sur le certificat Labellis. Honnêtement, je préfère ne pas en parler parce que je ne maîtrise pas tout le sujet. Je sais que vu les dates à laquelle, et puis faut les saluer parce que vraiment des précurseurs hein, Précurseur. de cette innovation. Je ne sais pas si les certificats Labellis sont au format Verifiable Credential. J'ai juste un constat, c'est qu'aujourd'hui, pour récupérer un certificat Labellis, il faut payer un prix. Et ça, c'est pas le modèle que je préconise. Moi, je préfère la gratuité, hein, et à partir du moment où l'étudiant le partage, il faut que ce soit accessible publiquement et gratuitement, avec le consentement de l'étudiant, bien sûr. Donc voilà. Mais je maîtrise pas assez le sujet. Oui. Florence demande à quoi ressemblera une cérémonie de remise de diplôme si le diplôme est numérique. Alors, moi, pour avoir travaillé en école de management, la cérémonie vraiment où on fait les photos, il y a les toges, etc., c'était toujours des factices qui étaient donnés aux étudiants, en fait. Et après, les diplômes parchemins étaient soit distribués quand ils récupéraient leur toge, soit à un autre moment, voilà, mais c'était pas forcément ça qu'on donnait tout de suite. Et après, alors je sais pas, Hugo, si tu as d'autres choses à apporter. Alors nous, on ne veut pas le remplacer, le papier. Il doit rester le symbole, c'est voilà, c'est matériel. En plus, je suis un ancien de la presse, j'ai travaillé dans la presse pendant 6 ans, je suis très attaché au papier. Mais nous, parmi nos partenaires, dont l'EM Strasbourg par exemple, il y a la cérémonie de remise des diplômes. Et le lendemain, en fait, tous les téléphones des diplômés vibrent au rythme du format numérique du diplôme. Donc on est sur un jumeau numérique, quoi. Oui, Et donc, ils auront les deux, ils auront les deux. Et souvent, ben, on garde le symbole, mais ce parchemin, c'est pas le meilleur support pour pouvoir présenter ses qualifications à un recruteur. Le format numérique est à privilégier. Par contre, ça reste quelque chose de très symbolique. mm. Et Oui, on pour peut moi, il pas faut que je suis afficher sur son quelque chose numérique dans son d'hybride. bureau, quoi. C'est ça. Et j'ai un partenaire qui est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et on fait le jumeau numérique du brevet de maîtrise du boucher charcutier. C'est assez Ok. incroyable. Donc, le boucher charcutier, dans sa boutique, il affiche toujours fièrement son brevet de maîtrise au format papier, encadré, etc., parce qu'il est très fier. Aujourd'hui, c'est des commerçants qui ont aussi des vitrines numériques. Et donc, c'est un peu l'équivalent de ce que vous voyez encadré dans la boucherie, mais Oui. sur la page Facebook ou sur le site web de l'artisan, il va mettre son diplôme numérique et ça va s'afficher avec le badge, avec le logo de la CMA, etc. Et donc voilà, c'est pareil, c'est une appropriation de cet outil numérique qui est assez intéressante
est assez complémentaire en fait et qui va dans le sens de l'évolution de nos manières d'interagir aussi avec nos clients quand on est artisan, entrepreneur, etc. Mm. Après, ça pose aussi la question, et ça, je te l'avais posé auparavant, de... Enfin, tu sais qu'actuellement, les diplômes papier, les écoles les envoient au rectorat pour signature et qu'ensuite, bim, ça leur revient, ils distribuent. Ça veut dire qu'il y aura double exercice. Est-ce qu'il y aura toujours ces diplômes papier qui seront signés par le rectorat et en plus la validation numérique? Oui, D'accord. oui, et enfin, c'est en lisant le texte EIDAS, etc., le fait justement de ne pas discriminer ceux qui Ouais. ne veulent pas installer le wallet d'identité numérique européen, il faudra toujours leur permettre d'avoir accès à leurs preuves papier. Donc, on va être sur du double emploi, ouais, forcément. Donc, ça ne va pas forcément diminuer la charge des services enfin, académiques. Ça dépend des écoles. Il y en a, ça va être les services admission concours. Enfin bref, le service qui délivre en tout cas et qui s'occupe des diplômes papier devront toujours s'occuper de ça. Oui, a priori, voilà, Oui, ça ça, c'est nécessite à quand même de voir. Ça va l'éducation, faire mais partie, je pense, ça des va pas détails. réduire les archives Ouais. effectivement, les sous-sols de l'université remplis de diplômes sur plusieurs années. Vraiment, c'est une transition. Alors, je ne sais pas à quel point on va pouvoir s'émanciper un peu du système qu'on connaît actuellement, parchemin, papier. Oui. Mais Peut-être que ça va être un peu hybride pendant un temps, enfin en tout cas dupliqué pendant un temps et peut-être, mais alors là c'est juste une projection, que cette solution d'avoir le papier sera juste possible pour ceux qui n'ont pas, enfin juste offerte quand il n'y a pas de passeport numérique, de portefeuille numérique. oui, Est-ce que peut-être que ce sera plus délivré en papier systématiquement, mais sur demande, c'est ça que je veux c'est dire. ça, c'est possible. Voilà. On a une question de Mathilde qui dit l'obligation de tous les services d'admission des universités de reconnaître le format des diplômes d'ici septembre 2026 concerne-t-elle également les établissements privés? Avez-vous le décret qui informe de cette obligation? Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de décret. C'est dans la réglementation EIDAS. Je pourrais vous Oui, envoyer ça je vois. les ressources. Tout est sur le site de la Commission européenne. Euh, Très bonne question. Ce sera les administrations publiques en priorité, mais oui, je pense que bah, ne serait-ce que pour pouvoir accepter des étudiants qui proviendraient du public, hein, mais oui, je pense que Ou les écoles privées, l'inverse? ou l'inverse, ouais, effectivement, il va falloir s'équiper. Alors, c'est novembre 2026 et il parle de 24 mois à partir du moment où les portefeuilles sont à disposition. Il parle de 24 mois pour la mise en place de la conformité des administrations publiques sur ces formats d'attestation. Donc voilà, il faut se dire que novembre 2026, c'est le point de départ. Mm. On aura accès à des wallets d'identité numérique européens. On aura, je pense, les principaux, ouais, la colonne vertébrale de ce wallet-là avec le passeport, la carte d'identité, etc. Et qu'au fur et à mesure, on viendra enrichir ce wallet avec des éléments de nos parcours de formation, de nos parcours professionnels et de tout le reste. Et encore une fois, je n'ai pas toutes les réponses et voilà, c'est des très bonnes questions. Il faut absolument rester en veille sur ces sujets-là. Et est-ce qu'il y aura un report de ces échéances? Voilà, nous, ça fait depuis 2023 qu'on attend hein, la mise en place de ce wallet. Ça a été reporté plusieurs fois. L'infrastructure EBSI, elle a été en testnet, en pré-production, maintenant en production. Voilà, les choses ont pris leur temps quand même. Il faut être patient, mais là, c'est vrai que ça s'accélère, ça vient assez vite. La France n'est pas en avance. Voilà. Le constat que j'ai fait, c'est que malheureusement, Comme il y a des souvent. en Grèce, tous les baccalauréats sont sur la blockchain depuis déjà plusieurs années, quoi. C'est dingue quand même. Donc bah voilà, à un moment donné, la France va rattraper son retard, mais c'est vrai qu'en rattrapant le retard, après, peut y avoir un effet d'accélération où il faudra que les écoles soient prêtes. Et justement, si on parle de ça, tout à l'heure, tu évoquais le fait comment dire, de mapper un peu les compétences acquises à droite et à gauche par rapport au supplément au diplôme, les questions qu'il y avait eu. Mais comment un établissement peut bien se préparer à cette transition, en fait, justement pour pas être à la ramasse quand un texte officiel va passer avec une obligation, ou alors se retrouver coincé parce qu'on ne peut pas accepter des diplômes provenant d'eux. Là, enfin voilà. Un établissement
doit, je pense, travailler avec des prestataires qui sont sur ces sujets-là, donc digitalisation des diplômes et mise en place d'open badge ou de micro-crédentials au format numérique pour anticiper. Par contre, il faut absolument faire appel à des prestataires de confiance, c'est-à-dire des outils informatiques qui sont conformes à ce futur wallet d'identité numérique. Donc, il y a certaines universités, je pense, qui vont se risquer à développer leur propre système. Ça, voilà, c'est un enjeu. Je pense qu'il y a certaines écoles d'ingénieurs, etc., qui vont peut-être essayer d'internaliser le développement de ces solutions-là. Nous, ce qu'on fait pour essayer de simplifier, parce que il y a toujours ce frein à l'adoption qui est le temps, en fait, que ça prend en interne de saisir les informations. Il y a souvent des fiches France Compétences ou des référentiels de compétences qui sont dans des matrices Excel un peu indigestes. Et il faut travailler sur une synthèse en bloc de compétences pour que ce soit lisible et accessible au côté apprenant ou recruteur. Donc, nous, on accompagne, on fait ce travail-là de configuration des attestations pour permettre aux écoles d'émettre leur premier crédential, hein, que ce soit sur du diplôme ou sur de l'engagement étudiant. Euh, mais effectivement, il faut s'assurer que l'outil respecte bien les standards européens et internationaux des Verifiable Credentials. Et pour moi, il faut jouer, enfin, il faut expérimenter. Et donc, l'enjeu, pardon, c'était aussi de développer, et c'est ce qu'on fait, c'est avoir des API, des clés, des connecteurs avec les environnements numériques qui sont déjà existants. Je pense à Apogée, donc Pégase dans les universités, Ipareo, voilà, tous ces logiciels de gestion où on a le volet résultat examen, référentiel de compétences. En fait, tout l'enjeu, il est d'automatiser et donc à partir de ces environnements-là, de pouvoir générer quasiment automatiquement des crédentials, des attestations numériques et d'éviter la double saisie. Donc que ce soit le moins douloureux possible pour l'établissement avec une donnée qui en fait existe dans la plupart des établissements, hein, les intitulés de programme, les crédits ECTS, les volumes d'heures, la liste des apprenants, tout ça c'est de la data que l'école a déjà saisie quelque part. Donc tout l'enjeu, il est pour des acteurs comme nous et d'autres de pouvoir récupérer ces données de manière sécurisée et de générer des attestations numériques à partir de ces environnements existants. J'espère juste, enfin, tu vois, que cette information, justement, ne sera pas à saisir plusieurs fois. Et là, je pense à l'accrochage Caisse des dépôts. Parce qu'au final, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si dans ton établissement, tu saisis les blocs et que tu garantis qu'il y a une certification qui a été obtenue, si tu dois ensuite redéclarer à la CDC pour redire la même chose pour que ça régénère une information dans un portefeuille numérique, bon, est-ce qu'elle est... Voilà. J'espère qu'à un moment donné, il y aura un peu d'intelligence autour de ça pour éviter les doublons, Complètement. quoi. Complètement. On peut, dans une attestation, mettre un lien vers le répertoire RNCP ou RS, par exemple, et comme ça, on n'a pas besoin de ressaisir toutes les informations. Il y a un lien qui se fait automatiquement entre les deux. Mais Oui. oui, ça, c'est vraiment, on le sait, hein, on le voit, voilà, adopter un nouvel outil, avoir des ingénieurs pédagogiques qui renseignent ces données-là, qui travaillent sur le fond et la forme des attestations, parce qu'il y a aussi le côté visuel, hein, sémantique, synthèse des blocs de compétences, voilà, on travaille avec des partenaires qui ont en interne des ingénieurs pédagogiques qui prennent les choses en main et qui configurent tout. Et on travaille aussi avec des écoles qui n'ont pas du tout les ressources et donc ils nous délèguent cette partie configuration et pour avoir un outil clé en main derrière et être prêt à diffuser. Mais ça prend plus de temps, forcément. Oui, j'imagine. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a des compétences internes qu'il faudra développer pour être dans une bonne gestion de ce wallet européen? Alors moi, je discute, enfin, il y a les discussions les plus intéressantes, elles sont vraiment avec les référents qualité. Oui. Donc on en parlait tout à l'heure, mais oui, oui, ceux qui ont, voilà, c'est conscience un peu des enjeux de labellisation, de certification, etc., accrochage certificateur et tout ça. Donc des acteurs aussi qui accompagnent les écoles doivent s'approprier ces nouveaux formats de reconnaissance des compétences, justement pour faire le pont entre les deux, parce qu'en fait, bah, c'est les mieux placés pour pouvoir accompagner l'établissement dans sa transition numérique. Et sinon, c'est avoir, oui, des ingénieurs pédagogiques. Nous, c'est vraiment les attestations plus réussies, en fait, sont celles où il y a quelqu'un en interne qui fait de l'ingénierie pédagogique et qui est aussi en capacité de sensibiliser les étudiants sur ces nouveaux outils. Parce que bah, je reçois un lien avec un open badge ou un diplôme numérique, qu'est-ce que j'en fais? Alors on Mm. met en place des tutos, on fait des webinaires justement pour essayer
de sensibiliser là-dessus, sur le fait que c'est gratuit, que c'est pour l'employabilité, que ça permet de faire la différence sur le marché de l'emploi. Mais juste en termes pratico-pratiques, comment je l'utilise ce lien, comment je le copie, où je le mets, dans quelle section de mon profil LinkedIn, etc. Et là, il y a vraiment un besoin aussi d'acculturer, d'éduquer un peu les étudiants pour qu'ils s'approprient vraiment ces formats d'attestation. Ouais. Donc, en adoptant assez tôt ce genre de solution, enfin, c'est une vraie opportunité de transformation pour les établissements, quoi, d'éviter ce côté être à la ramasse une fois qu'une réglementation va passer, quoi, d'anticiper les choses. Et justement, comme tu dis, vu qu'il faut quand même, si ce sont les responsables pédagogiques ou en charge d'ingénierie pédagogique qui sont les plus à même de bien saisir ces informations, peut-être que ça va demander une certaine gymnastique quand même et un temps d'adaptation. Donc, je pense ne pas s'y prendre trop, trop tard, ça serait une bonne idée en tout cas. Et de mon expérience, il y a des valeurs ajoutées qui ne sont pas hiérarchisées pareil en fonction des typologies d'établissement. L'école des avocats, elle, son enjeu numéro un, c'était de protéger le diplôme d'avocat, puisqu'il y avait déjà eu des cas de fraude, donc d'avocats qui exerçaient en se faisant passer pour des anciens élèves avocats de l'école. Donc là, il y avait un vrai enjeu de protection et de sécurisation. Il y a des écoles qui vont être plutôt sur un enjeu de modernisation, d'amélioration de l'expérience apprenante et de visibilité. Donc, qui vont être, voilà, qui vont utiliser ce type d'outils pour pouvoir faire rayonner les talents qu'ils forment et faire rayonner leur offre de formation par la même occasion. Et puis, il y a ceux qui sont dans une optique d'insertion pro où ils veulent vraiment offrir à l'étudiant un outil qui permet de faire la différence sur le marché du travail et offrir aussi à leurs partenaires entreprises une garantie que voilà, l'étudiant a bien eu son diplôme, qu'il est bien affilié à cette école, etc. Donc les enjeux ne sont pas tous les mêmes. J'ai l'impression que le curseur n'est pas mis au Oui. même endroit dans tous les établissements, mais il y a forcément un enjeu voilà, qui apporte une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value pour l'établissement et surtout pour l'apprenant. Nous, on met toujours l'étudiant au centre de cette innovation. Et c'est vrai que voilà, pour l'étudiant, c'est un gain de temps. J'ai perdu mes diplômes, donc je fais partie des étudiants qui, en ayant beaucoup déménagé, j'ai jamais réussi à remettre la main dessus. J'ai appelé le rectorat pour avoir une nouvelle version de mon baccalauréat. J'attends toujours. Donc voilà, pour donner de l'agilité et tout, c'est quand même pour les apprenants un outil hyper intéressant. Tout à l'heure, tu disais que pour être trusted issuer, c'est ça le Oui, terme, donc émetteur de confiance, il fallait avoir une reconnaissance ministérielle. oui, c'est C'est ce que ça. tu disais. La question que je me pose, c'est parce que même des écoles qui n'ont pas de reconnaissance, et je pense à des métiers qui ne sont pas encore reconnus pour diverses raisons, mais l'école est sérieuse et veut pouvoir démontrer que la personne a bien un diplôme de l'école, même si ce diplôme n'est pas reconnu, est-ce qu'il va exister tu vois, une espèce d'intermédiaire en fait de valorisation du diplôme et un peu de sécurisation, même si on n'est pas sur un enjeu de diplôme reconnu nationalement. Ah, c'est une très bonne question. Comme je sais qu'il y a même des associations qui peuvent aller sur l'émission de crédentials avec des open badges, forcément, il va y avoir une souplesse. Alors, j'avais entendu parler dans un groupe de travail de sous-TAO. Le TAO, c'est vraiment Oui, l'entité institutionnelle rigide, hein. Et des sub-TAO, ça peut avoir, voilà, il peut y avoir ce type d'acteur qui garantit quand même le fait que l'association existe. Voilà, il peut y avoir je pense, des tiers qui soient un peu moins rigide que la partie ministérielle, etc., pour permettre d'avoir son identifiant et de pouvoir signer cryptographiquement. Aujourd'hui, en toute transparence, nous, tous les pilotes qu'on a fait, on les a fait sans les TAO. Donc, on a quand même présenté à EBSI, à la Commission européenne, nos partenaires écoles comme étant des écoles réelles en activité. Et voilà, mais il y avait pas, on n'a pas respecté ce qu'ils appellent la trust chain, hein, toute cette réglementation-là et ce protocole d'accréditation, on ne l'a pas forcément respecté. Ça n'a pas empêché EBSI d'intégrer quand même dans le registre des émetteurs de confiance les établissements avec lesquels on travaillait. Je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire, puisque pour eux, l'enjeu, c'est aussi de prouver que leur infrastructure accueille des documents certifiés. oui, Parce que c'est aussi le moyen de prouver ils ont une utilité, quoi, hein. oui. Donc, Mais TAO, ce sont les ministères. On est oui, d'accord? Oui. Donc, si les ministères français ne réagissent pas, à un moment donné, on ne peut pas non plus être retenu au niveau des écoles.
Et en fait, voilà, la question que je posais, c'était parce que je pensais à un cas personnel. Je suis une formation en kinésiologie dans une école de kinésiologie, et donc c'est un métier qui n'est pas reconnu encore et qui n'a pas de RNCP pour diverses raisons. Et potentiellement, il peut y avoir des gens qui exercent en se prévalant de l'école sans avoir été jamais diplômés. Donc, je me disais que pour ce type d'école, et il doit y en avoir plein des sujets comme ça pourrait être aussi intéressant de pouvoir sécuriser un petit peu et de pouvoir apporter la preuve que cette personne est oui ou non diplômée de leur école, quoi. Voilà. Alors, je maîtrise peut-être même moins le sujet que toi là-dessus, Mélanie. Est-ce que, il y a quand même des garde-fous pour ces écoles-là, du Calliope ou des Bah, en labels? fait, Calliope, oui, mais enfin, ça ne garantit rien, hein. Là, on est vraiment sur de la reconnaissance métier, de la reconnaissance de certification ou du diplôme. Enfin, voilà, donc on n'est pas du tout dans un cadre. Et ce sont des métiers, tout ce qui est bien-être a du mal à se faire reconnaître. Donc, Puisque ça sans n'empêche pas, aller, en soi, ça n'empêche pas d'exercer. C'est juste que pour apporter une légitimité, quoi. Voilà. Bon, mais parce c'est que un je pense, cas très particulier. sans aller de ce schéma, de cette configuration où il y a le TAO qui va accréditer l'émetteur de confiance, un émetteur de confiance peut, dans son attestation, déjà préciser s'il y a des éléments, justement des éléments qui garantissent la qualité Oui, de la formation. Ça, c'est et de c'est c'est intéressant de la ça. donnée qu'on va Oui. rajouter, rattacher à l'attestation. Ouais. Et on a une dernière question de d'Anne qui dit, je suppose que les écoles d'ingénieurs avec leur titre ingénieur sans portée nationale auront le feu vert ministériel. Différents ministères, dont majoritairement celui de l'enseignement supérieur. Je suis pas Alors, sûre de. sur les écoles d'ingénieurs, bah, ça a été mentionné avant. Ils ont déjà été précurseurs puisque, il y a l'IESF, effectivement, il y a le répertoire IESF avec le certificat Labellis. Question ouverte parce que j'ai pas la réponse. Est-ce que ce certificat, il respecte bien les standards des Verifiable Credentials? Est-ce qu'il va y avoir une refonte du format numérique de ces attestations? En tout cas, ils se sont saisis de la problématique de la fraude en expérimentant. Une Oui, association IESF. mais il me semble que sur le répertoire IESF, on a toutes les écoles d'ingénieurs qui remontent. C'est l'annuaire en fait des alumni. Et donc par école, par promotion, on peut retrouver son certificat Labellis. C'est en tout cas ce que j'ai vu avec l'NGES, avec l'NCISA, avec des écoles avec lesquelles on travaille. Nous, on travaille avec elles pour la partie plutôt micro-certification et open badge, puisque l'IESF, c'est vraiment que les diplômes Les d'ingénieurs. associations d'alumni qui remontent, dit Anna. Ok. Oui, Sandra, il y aura un replay. En fait, toutes les personnes inscrites ont accès au replay, donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Je pense que c'est déjà très intéressant et éclairant sur déjà sur la technique. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des noms comme ça qu'on entend prononcer blockchain. Donc, merci Mathilde d'avoir reposé la question pour tout le monde. Je pense que c'était utile et on parle de quoi quand on parle de blockchain déjà? C'est un peu la base. Et puis, voir toutes les utilisations possibles, enfin, je trouve que ça offre plein de perspectives et effectivement, pas que dans l'enseignement par rapport au diplôme et tout ça, mais là, c'est le sujet qui nous intéresse. Donc, bah, j'espère que les écoles vont s'équiper sans trop attendre non plus, parce que, bah voilà, parce qu'après, ça va être compliqué de raccrocher les wagons. Et puis, c'est toujours bien d'être précurseur sur ces choses-là. C'est vrai que moi, dans nos écoles clientes, j'ai parlé de ça quand tu m'en avais parlé, euh, en disant, bah, est-ce que vous êtes déjà équipés? Donc, il y a des écoles qui sont déjà équipées sur une numérisation des diplômes, mais cette dimension liée à EPSI et puis ce wallet européen, là, je pense que c'est encore une étape de plus Oui. vers laquelle aller, quoi. Donc, merci beaucoup pour... Avec plaisir. Et si je peux me permettre, parce Oui, que la blockchain, c'est comme ça qu'on a mis un peu le pied à l'étrier, nous aussi, puisqu'on a découvert cette techno et puis on a découvert les standards par la suite. Il y a différentes infrastructures blockchain, parce qu'il y a souvent une objection qui revient, c'est le coût écologique de ces infrastructures, notamment Bitcoin, hein, qui est complètement décentralisé avec des dizaines de milliers. Donc plus on est décentralisé, c'est-à-dire plus on a de serveurs qui mettent à disposition de la puissance de calcul pour valider le réseau, forcément plus l'empreinte écologique est importante. EBSI, c'est une blockchain de consortium. C'est une blockchain où aujourd'hui, je crois qu'il y a une trentaine, une quarantaine de nœuds en activité. Comparé à Bitcoin, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de nœuds en ah oui. activité.
Voilà, donc ça c'est le premier élément de réponse, c'est d'être aussi dans une optique de numérique responsable, hein, voilà, limiter l'empreinte écologique. Et le deuxième volet que j'ai découvert en entreprenant sur cette thématique, c'est qu'en fait il y a un coût écologique aujourd'hui à prendre une photo de son diplôme papier et l'envoyer par email. Et en comparaison, la consultation d'un crédential est beaucoup moins énergivore que l'envoi par mail de la photocopie ou du scan d'un diplôme. Donc voilà, ça permet Plus le aussi de, stockage, peut-être, voilà, sur un serveur ou autre. Enfin, et sans parler même du transport, de l'archivage et de oui. voilà, tout ce qui est autour du format papier. Mais c'est intéressant d'avoir une prise de hauteur aussi sur voilà, comment on présente les preuves aujourd'hui, comment on les présentera demain et en quoi il y a aussi un enjeu d'écologie et de développement durable derrière ce type de solution. Tout à fait. Encore merci Hugo, c'était très Merci à clair et tous. très intéressant. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui ou qui regarderont le replay. Prochain webinaire au mois de mars, on doit parler de valorisation de la recherche. Je n'ai pas encore publié, mais ça ne saurait tarder. J'attends juste quelques détails pour terminer. Et puis, voilà, encore quelques webinaires d'ici la fin de l'année qui, je pense, va arriver beaucoup trop vite, comme tous les ans. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci encore Mélanie pour l'invitation. Merci. Merci. Au Bonne revoir. journée tout le monde.